Vous voulez créer une conciergerie ou bien vous avez déjà ouvert la vôtre, mais vous avez du mal à vous développer? Rejoignez-moi sur la communauté gratuite, le club des conciergeries, et participez à des échanges inspirants et instructifs. Vous aurez également des conseils pour développer une conciergerie via une formation offerte et des lives réguliers. Pour rejoindre le club des conciergeries, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le lien en description. Tu as envie de bâtir une conciergerie à succès? Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin. Chaque semaine, retrouve-moi pour parler conciergerie, location courte durée, entrepreneuriat et même quelques anecdotes. En solo ou accompagné, apprends les meilleures stratégies qui vont te permettre de vivre pleinement de ta conciergerie sans sacrifier ton temps. Bon épisode! Bonjour à tous et bienvenue sur La Conciergerie, le podcast dédié aux exploitants et futurs exploitants de conciergerie qui veulent vivre pleinement de leur activité sans sacrifier leur temps. C'est l'épisode 93, on approche tout doucement de l'épisode 100 et j'ai une très grosse surprise pour vous à l'épisode 100 qui sera mi-septembre. Donc restez bien connectés, je vous donnerai un peu plus d'infos sur Instagram. Je voulais remercier les 2 personnes qui ont mis des avis récemment. Ça aide le podcast à se faire connaître davantage. D'ailleurs, je le dis jamais, mais si vous regardez ce podcast sur YouTube, pensez à vous abonner. C'est le meilleur moyen de faire grandir la chaîne. Et si vous êtes un adepte de l'audio, alors une note sur Apple Podcast ou Spotify, c'est le top. Cette semaine, je vous repartage l'épisode avec Johan Fadi, investisseur et gérant d'une conciergerie digitale. On entend de plus en plus les mots conciergerie digitale, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est facile? Est-ce plus intéressant que de lancer une conciergerie dite normale? Johan nous explique les services qu'il propose, comment il gère au quotidien, ou encore comment il se fait connaître. Je vous souhaite un bon épisode. Bonjour Johan, bienvenue sur le podcast. Comment vas-tu? Bonjour Vanessa, ça va très bien et toi? Ça va, merci. Alors aujourd'hui, tu es invité sur le podcast pour plusieurs raisons, dont le fait de parler de conciergerie digitale, on en parlera un peu plus tard. Est-ce que pour démarrer déjà, tu peux te présenter, expliquer ce que tu fais et où est ton domaine d'expertise aujourd'hui? Ok. Alors moi je m'appelle Johan, j'ai 34 ans, donc je suis essentiellement investisseur et gestionnaire immobilier, donc spécialisé en location courte durée. Donc moi j'ai longtemps travaillé en agence immobilière au départ, au service marketing, et en parallèle j'ai acheté des logements. Donc mon premier investissement date de maintenant 9 ans, donc c'était en 2015. Et j'ai aujourd'hui maintenant 31 logements qui sont à moi, que j'ai acquis au fil des années. Et j'ai 3 conciergeries qui gèrent en tout un peu plus de 120 logements. Donc on est essentiellement sur 3 grosses villes qui sont Grenoble, Annecy et Bourges. Et après on gère toute une partie, comme on l'a dit au départ, en ce qu'on appelle conciergerie digitale, où là effectivement on va être sur quasi toute la France. On va avoir des biens un peu partout qu'on gère à distance. Donc, Ok. Tes 31 biens, tu les as intégrés dans ta conciergerie aussi? tout à fait, ouais. Mes 31 biens sont gérés par ma conciergerie, donc une de mes conciergeries, celle qui est à Grenoble, qui gère vraiment la totalité de mes biens en location courte durée. Ok. Donc tu fais les 31 biens en location courte durée, tu t'es pas dit je vais peut-être essayer de faire de la moyenne durée ou de la longue durée pour équilibrer au cas où? Alors en fait, au départ, quand j'achetais mes biens, je me posais toujours la question de la rentabilité en location longue durée. Donc j'essayais de les acheter, on va dire, suffisamment bien pour qu'ils puissent basculer, si besoin, en location longue durée, que ce soit toujours rentable pour moi. Donc les revenus auraient été forcément inférieurs. Mais j'ai toujours cherché à acquérir mes biens avec l'idée qu'ils puissent être en location longue durée. Et finalement, comme je me suis vraiment spécialisé sur la courte durée, je les ai finalement tous gardés sur ce format-là. Mais on pourrait passer demain à une location longue durée en meublé classique, ça fonctionnerait toujours. Mon modèle était là-dessus au départ, d'avoir toujours une option de secours, entre guillemets, qui était la location classique, ou voire même d'essayer, à chaque fois j'ai acheté, rénové. J'ai fait beaucoup aussi de transformation de locaux commerciaux en habitation, où là il y avait des travaux qui étaient beaucoup plus lourds, de l'administratif qui est beaucoup plus lourd, mais avec des biens qui potentiellement à la revente ont aussi plus de valeur. Ok. Des options de sortie en fait si j'avais besoin. Ouais. Et là, je viens d'avoir une question. Tous tes biens sont sur Airbnb et tu utilises d'autres plateformes aussi? Alors moi, je suis vraiment 100% Airbnb. C'est-à-dire que tous mes biens sont en courte durée et tous mes biens sont sur Airbnb à 100%. C'est-à-dire que vraiment D'accord.
ma force, on va dire, c'est vraiment l'optimisation et la gestion via Airbnb. C'est vraiment mon cœur de fonctionnement. Et il y a une particularité qu'il faut savoir, c'est que les plateformes, en général, préfèrent un bien qui est 100% chez elles. Donc effectivement, quand tout le calendrier est ouvert sur cette plateforme, elle a tendance en fait à faire remonter un petit peu dans l'algorithme, ce qui permet d'avoir un meilleur positionnement dans l'algorithme. Donc c'est aussi ma volonté de travailler sur ça, que mes annonces soient les plus visibles possibles sur la plateforme. Et du coup, les clients de ta conciergerie sont aussi uniquement sur Airbnb? Tout à fait, ouais. Même les clients de ma conciergerie sont tous uniquement sur Airbnb. On avait essayé à un moment donné d'avoir un doublon avec Booking sur la conciergerie qu'on a à Annecy. Mais effectivement, finalement, on est revenu en arrière, que ce soit en termes de complexité et de remplissage via la deuxième plateforme, on est revenu en arrière. Donc, on a toujours essayé de tester d'autres fonctionnements et finalement, on est quasi toujours revenu en fait sur la notion 100% Airbnb. Ouais, tu as vu une réelle différence en termes de réservation? Ouais, en fait, on se rendait compte que quand on avait des biens sur les 2 appartements par rapport à des biens sur une seule plateforme, on se retrouvait à avoir des périodes de vide où, comme si cet appartement était vraiment moins mis en avant par la plateforme. Voire, du coup, ce qu'on s'était dit à un moment donné, c'était plutôt de faire l'inverse, c'est-à-dire d'avoir un bien, par exemple, spécifique qui est que sur Booking et le reste que sur Airbnb. Mais on a choisi de plus avoir des appartements qui sont diffusés sur les 2 plateformes, en fait. Ok, je vois. D'ailleurs, tes domaines d'expertise, j'avais noté optimisation des annonces Airbnb, augmentation des revenus à l'année et réduction du temps de gestion. Est-ce que tu peux, en fait, on va embrayer sur le fait que tu gères des conciergeries digitales, tu appelles ça à distance. Qu'est-ce que c'est exactement? Et qu'est-ce que tu Alors, proposes dans cette formule-là, en fait? Alors, dans la gestion à distance, ce qu'on va vraiment pousser, donc on a 2 formules. Une formule où c'est comme une gestion locative classique en physique, excepté du coup la gestion du linge et du ménage, mais on va vraiment répondre à toutes les problématiques pour le propriétaire. C'est-à-dire que toutes les interactions, elles vont être gérées par nous, les échanges de messages, le lien avec les femmes de ménage potentiellement pour leur donner les horaires de passage, le fonctionnement, d'avoir vraiment, le but c'est que pour le propriétaire, on va dire qu'il a forcément une notion de présence sur place liée au ménage ou au linge, mais tout le reste est géré par notre conciergerie. Donc c'est vraiment la première formule qu'on a en conciergerie digitale. Et la deuxième, ça va être une formule où là, ça va être un forfait en fait qu'on va faire payer. Et là, on va plutôt travailler avec les propriétaires qui veulent garder le contact avec les voyageurs, mais qui eux sont moins à l'aise avec la partie, on va dire, informatique et digitale justement, et qui disent bah ça c'est pas ma force. Par contre, moi j'aime bien le contact avec les clients, j'aime bien voir les gens, donc je vais garder cette partie-là, mais par contre je suis moins à l'aise avec tout le reste, tout ce qui est même notion un peu marketing, notion digitale. Et ça, je vous le laisse faire et qui nous donnent la main sur leur annonce pour qu'on puisse optimiser tout ça pour qu'il ait vraiment plus à se soucier de cette notion-là. Ok. Pourquoi tu as créé ce type de formule? Il y avait une demande dans ton J'avais une secteur? demande, tout à fait, j'avais une demande, c'est-à-dire que j'avais des amis qui étaient sur la même ville que moi, donc je pouvais les gérer directement en fait. C'est pour ça que j'avais aussi créé la conciergerie au départ, c'est-à-dire que j'ai commencé moi par gérer tous mes biens et à optimiser mon fonctionnement pour mes appartements que j'avais moi. Comme j'étais encore en CDI à l'époque, il fallait forcément que je puisse optimiser mon temps et ma gestion pour que ça me prenne le moins de temps possible à moi et que mes appartements soient le plus remplis possible, parce que j'avais d'autres obligations au niveau timing. Et du coup, tous les gens qui étaient sur la même ville que moi sont automatiquement passés par ma conciergerie. Mais au fur et à mesure des rencontres, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des gens sur d'autres villes qui étaient intéressés et qui me disaient, mais moi, j'ai quelqu'un pour le ménage, mais par contre, je connais pas le reste et j'aimerais que tu prennes la main sur le reste. Donc, c'est vraiment ce qui a poussé à cette gestion qu'on appelle maintenant digitale ou à distance de la conciergerie. Ah ouais, ok. Parce que moi, j'avais plus tendance à voir que les propriétaires avaient pas de personnel pour le ménage, mais pour le reste, ils voulaient le gérer. C'est souvent le cas d'ailleurs. Moi, j'avais eu des demandes de propriétaires. Ah, je gère, mais par contre, le ménage, je j'ai pas. Par contre, toi, tu as eu la demande dans l'autre sens, donc c'est Tout à fait, plutôt ouais, bien. j'ai eu la demande dans l'autre sens. Après, c'était comme moi, c'était vraiment ma partie un peu expertise, entre guillemets. C'était vraiment que quand je discutais avec des investisseurs sur différentes villes et qui me parlaient de leurs chiffres et qu'on me parlait du remplissage, par exemple,
je poussais le fait que nous, par exemple, sur l'ensemble des appartements, on a 91% de taux de remplissage. Donc, on est vraiment plein quasi tout le temps. On va dire qu'il n'y a que certains dimanches où c'est le plus difficile à louer. Mais le reste du temps, on arrive vraiment à optimiser au maximum. Et du coup, ils se rendaient compte qu'effectivement, il y avait peut-être une pertinence à faire gérer cette partie-là. Et même en termes de prix, c'est-à-dire qu'en gestion des prix, la plupart des gens ont défini un prix. Ils se sont pas trop reposé la question. Mais une fois qu'on va assez loin dans les notions tarifaires, on peut vraiment aller chercher des prix qui sont bien plus élevés à certaines périodes, pour certains événements, qui fait une vraie différence au final sur le chiffre d'affaires à l'année. Donc c'est pour ça aussi que les gens sont plus venus vers moi par rapport à ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de propriétaires qui vont se dire, je sais créer une annonce, c'est assez simple, c'est intuitif sur Airbnb, c'est fait pour des particuliers en Tout à soi, fait. et je vais faire des photos, très bien, mais par contre, les prix, comment je les fixe, quoi? Donc, si on utilise l'algorithme d'Airbnb, souvent on va perdre de l'argent. Tout à Donc, fait. c'est vrai qu'il vaut mieux apprendre à le faire ou à le faire faire, ouais. C'est exactement ça, ouais. C'est vraiment et puis on se rend compte, même encore aujourd'hui, on continue d'apprendre sur la gestion des prix. On a aussi des différences qui peuvent vraiment se faire suivant les villes ou suivant les typologies de logements. Où ça, effectivement, c'est compliqué même pour Airbnb, comme tu dis, pour eux de gérer les prix. On se rend compte, nous, sur des grands appartements, par exemple, qui ont des taux de remplissage le vendredi soir et samedi soir qui sont très importants pendant les semaines à venir et beaucoup plus calmes en semaine. Et bien, en fait, on a des fois ça peut être 300 ou 400 euros la nuit, un vendredi soir et un samedi soir sur une grosse maison, et on va être à 80 euros la nuit en semaine. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir des disparités qui sont énormes suivant les jours de la semaine et suivant ce que les gens ont besoin sur cette ville à ce moment-là, quoi. Ouais, je vois. Concrètement, un client a besoin d'une des formules. Par exemple, prenons la formule totale où tu gères à Ouais, distance. Toi, tu vas te rémunérer comment? Un pourcentage? Tu as dit que tu avais un prix fixe pour une des formules. c'est Comment ça ça. fonctionne exactement? La première version, donc on est en pourcentage, donc on prend 15% du chiffre d'affaires. Et là, on va vraiment avoir des équipes qui vont répondre aux messages, des équipes qui vont mettre en place tout le fonctionnement au départ. Donc, soit on crée une annonce, soit on récupère une annonce existante. Donc, les deux choix sont possibles. Et on va vraiment essayer d'aller le plus loin possible sur l'optimisation dans un premier temps de cette annonce-là. Donc, ça va être aussi l'intervention d'un photographe. Ça peut être aussi des choses où on va pousser le propriétaire à mettre en place un certain nombre de choses dans le logement. Donc, ce sera toujours avec son accord, c'est-à-dire qu'on va lui proposer de dire, par exemple, il n'a pas de machine à café, on va lui dire, les gens en ont beaucoup besoin, il faudrait le mettre en place. Donc, on va essayer de pousser à ce qu'il y ait un maximum de choses qui soient cochées effectivement sur Airbnb, parce que les critères sont très importants pour Airbnb. Donc, on coche un maximum de critères. Et ensuite, on va synchroniser son annonce avec nos différents logiciels pour que elle puisse être vraiment mise en avant et qu'on puisse optimiser le prix, le fonctionnement. Et on va vraiment accompagner le propriétaire en permanence. C'est-à-dire que pour lui, s'il a une équipe qui gère son ménage et son linge sur place, derrière, il a, entre guillemets, quasi plus rien à faire. On a vraiment tout qui est pris en place par notre équipe. D'accord. Et la seconde formule, c'est un forfait, tu disais? La seconde formule, c'est un forfait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un forfait parce qu'on va passer du temps au départ pour la mise en place. On va passer un petit peu de temps tous les mois pour vérifier que tout fonctionne bien, mais tout le reste sera quasi automatique. C'est-à-dire qu'on va mettre en place tout ce qui est notion gestion tarifaire, optimisation du remplissage, tout ce qui est aussi, il y a énormément de choses qui sont importantes sur Airbnb, c'est les guides. En fait, il y a des guides, que ce soit des guides sur la ville, qui sont en place sur l'annonce, mais aussi nous, on a vraiment une sorte de welcome book virtuel où là, on va avoir un certain nombre de vidéos, un certain nombre de documents pour que la personne qui est en place dans le logement, elle se pose le moins de questions possible ou que dès qu'elle a une question à se poser, elle ait la réponse le plus rapidement possible et en général sans forcément déranger le propriétaire qui gère à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des vidéos, la documentation pour un peu tout ce qui fonctionne dans le logement pour que s'il se pose une question, en général, maintenant, on a des flashcodes dans le logement. Il flash le code, il voit la vidéo d'utilisation, par exemple, des plaques de cuisson. Je sais qu'elle doit être différente dans certains pays, parce qu'on a beaucoup de questions par rapport à ça. Effectivement, là, maintenant, les gens sont quand même beaucoup plus habitués qu'avant à utiliser des QR codes. Donc là, il va juste flasher le QR code. Il va avoir une vidéo qui sera même multilingue. OK, ça se passe comme ça. Il n'a même pas besoin de poser la question, d'attendre une réponse qui pourrait être un peu longue pour le propriétaire.
Alors, dis-moi si je me trompe, si je comprends bien, donc la formule, en commission, en gros, il y a un service client derrière Tout à fait, et ouais. la formule, au forfait, c'est un forfait mensuel. Déjà ça, je C'est suis ça, pas sûre, oui? exactement. Tout à fait, OK ouais. et c'est le but, c'est d'optimiser le au maximum sans intervenir, c'est ça? Tout à fait, c'est d'optimiser un maximum sans intervenir. Alors, on a Mmh. toujours une notion d'ajustement parce qu'on se rend compte, même nous, on va avoir une observation sur le taux de remplissage notamment et les prix du logement qui va nous donner, on a un certain nombre d'alertes qui vont nous dire voilà, si dans les semaines à venir tout est vide, c'est qu'il y a peut-être un souci au niveau du paramétrage. Donc, on va toujours chercher à optimiser, à adapter ce paramétrage. Mais une fois que tout est en place, entre guillemets, que la machine roule, il n'y a plus d'obligation d'interaction, entre guillemets, à ce moment-là. D'accord. C'est un forfait que tu fais payer en fonction du bien? Ouais, tout à fait, c'est en fonction du bien. Alors, en général, nous, c'est par rapport à la typologie du bien ou par rapport au nombre de logements. C'est-à-dire qu'on travaille même des fois avec des conciergeries qui ont 10 logements. Donc, effectivement, là, le prix va pas du tout être le même pour 10 logements que pour si c'était un seul logement pour une seule personne. Donc, on va vraiment adapter notre tarification suivant le fonctionnement qu'il a. Et on va même avoir des forfaits qui sont des fois un peu réduits si vraiment on est sur un studio dans une petite ville où dans tous les cas le chiffre d'affaires global serait pas énorme. C'est-à-dire que notre travail d'optimisation, même s'il va être important en termes de pourcentage, il peut être pas très important en termes de chiffre d'affaires. Donc là, on va avoir des formules qui sont un peu plus réduites pour pouvoir essayer de convenir à tout le monde. Parce qu'effectivement, OK, je vois. rater une nuit, entre guillemets, sur un petit studio dans une petite ville, ce sera moins grave que rater une nuit sur une grosse villa dans une très grande ville ou sur la côte ou en station. Donc on va avoir vraiment une Mmh. adaptation et une observation un peu plus fine suivant la typologie. OK. Donc là, tu as 120 logements répartis dans 3 conciergeries. Ce sont des conciergeries, toutes, à distance, celles-ci, ou ce sont d'autres, Non, conciergeries? alors en fait, moi, quand ça a commencé, donc j'ai géré forcément mes logements, donc la plupart étaient à Grenoble, donc c'est comme ça que ça a démarré. Et après, on a ouvert sur d'autres villes où en fait j'avais des, beaucoup de biens qui commençaient à être gérés à distance, où là on avait effectivement des problématiques qui pouvaient être gérées tu le disais, sur la partie linge et la partie ménage. Donc là on s'est dit il y a un intérêt à avoir une conciergerie physique qui puisse gérer aussi tous ces aspects-là, en plus de la gestion digitale, d'avoir des équipes sur place qui puissent gérer un certain nombre d'éléments. Donc c'est comme ça que les différentes villes ont émergé. Donc les trois principales, c'était Grenoble, Annecy et Bourges. Et après, tout le reste est géré à distance, où on a des notions de city manager. Donc ça nous arrive, par exemple, on en a à Cannes et à Roquebrune, Cap-Martin, qui est une ville qui est au-dessus de Monaco, où là, on a des équipes sur place qui vont pouvoir gérer même des gestions totales, donc avec une conciergerie classique, comme une conciergerie physique qui se fait. Mais en général, sur les conciergeries digitales, on peut vraiment s'adapter à tous les profils, et tous les fonctionnements et toutes les villes de France. Du coup, concrètement, il y a une conciergerie digitale, par exemple, tu peux prendre un bien dans n'importe quelle ville, c'est Tout à fait. ça? Ouais, tout à fait. Tu En as pas conciergerie besoin digitale, d'avoir de personnel sur place? pas besoin d'avoir de personnel sur place, exactement. Et même des petites villes avec des biens. Enfin, quand je dis petites villes, c'est petite au sens de la demande locative plutôt que une notion de dimension de ville. On peut gérer des biens et au contraire, des fois, ça fonctionne. On arrive même à faire beaucoup mieux sur des zones où il y a assez peu de concurrence et on va aller vraiment travailler l'annonce pour que finalement elle ait une visibilité qui soit plus importante que la petite ville ou le petit village où elle est, mais que ça aille, même des gens qui cherchaient un peu plus loin finissent par tomber sur cette annonce-là et réservent ce logement-là. Mmh, je vois et donc du coup, toi, tu visites jamais les logements, c'est ça? Alors, en fait, ça va vraiment dépendre de la demande. C'est-à-dire que si on a une conciergerie, par exemple, qui va nous confier plusieurs appartements, très souvent, on finit par se déplacer sur cette ville, ou même quand on va sur telle ou telle ville en France, on s'arrange, entre guillemets, pour repasser souvent chez nos clients, même en conciergerie à distance. Parce qu'à un moment donné, soit on a envie de voir le propriétaire, parce que c'est aussi important de le voir, de le rencontrer, soit de mettre en place un certain nombre d'éléments sur le logement. Je pense notamment par exemple à des vidéos un peu plus fines, il y a des choses qu'on peut mettre en place, des choses qui peuvent se faire. Donc, in fine, au final, je crois on est quasi passé sur la totalité de nos biens, même s'ils étaient en gestion à distance. C'est juste que ça se fait des fois 5-6 mois après,
la mise en place, mais on a toujours une volonté quand même, parce qu'on est dans l'immobilier, donc on a quand même une notion physique qui est importante. Donc on finit en général par passer quand même sur les logements. Je vois. En fait, tu dirais, c'est quoi les avantages d'avoir cette formule conciergerie digitale? On va dire les avantages, je le vois moi, par rapport aux typologies de clients qu'on arrive à prendre, c'est vraiment des gens qui sont le moins à l'aise, on va dire, avec la partie digitale et qui ont quand même se sont quand même rendus compte qu'il y avait de l'importance. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont pas se poser la question, elles vont gérer leurs biens, ça va entre guillemets pour elles très bien se passer. Mais finalement, peut-être qu'elles pourraient faire beaucoup plus, soit chiffre d'affaires, soit de gestion un peu compliquée qu'elles ont, qui pourrait être facilitée avec notre gestion digitale qui se fait. Donc, c'est vraiment en général une volonté au départ du propriétaire de se dire, en fait, peut-être que je pourrais faire mieux que ce que je fais actuellement et qui nous demandent. Et il y en a des fois qui gèrent même très bien, où en fait, on leur dit, nous, on va pouvoir vous aider sur une partie, mais finalement, notre plus-value, elle n'est pas forcément si importante que ça. Donc là, on va pas forcément les accompagner là-dessus. Par contre, il y en a où on voit qu'il y a vraiment du potentiel et où là, on se dit, voilà, nous, on va effectivement prendre un pourcentage ou un prix, mais même pour lui, ça va être la plupart de nos clients, finalement, ils se retrouvent à déléguer une partie de leur gestion et à gagner plus que ce qu'ils gagnaient avant. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont libérés un peu du temps et ils ont plus d'argent. Donc, c'est vraiment notre volonté, ce qu'on essaye de mettre en place sur tous nos clients, c'est cette notion-là, c'est d'avoir qui gagnent du temps et qui gagnent plus d'argent in fine avec leur location. Mmh. Je pensais plus aux avantages pour une conciergerie de se lancer dans la conciergerie digitale. Tu dirais que c'est quoi les avantages de ce modèle, en fait? Les avantages de ce modèle, c'est de pas être, il y en a qui ont une obligation, par exemple, d'être dans une certaine ville, parce que ça peut être, qu'ils n'ont pas envie de se déplacer, de changer de ville pour mettre en place ce fonctionnement-là. Là, l'avantage, c'est qu'ils vont pouvoir mettre en place ces services-là pour des clients sur toute la France. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de se déplacer ou d'aller dans une ville spécifique pour pouvoir faire ça. C'est-à-dire que des conciergeries qui voudraient se monter sur ce modèle-là, ce serait vraiment cet avantage-là. C'est-à-dire qu'ils sont pas, même s'ils sont dans un endroit qui est pas très attractif en location courte durée, ils pourraient quand même mettre en place un certain nombre de choses pour d'autres gens à travers la France. C'est-à-dire que leurs avantages, ils pourraient les proposer finalement sur toute la France plutôt que de les proposer uniquement sur des gens qui seraient juste à côté de chez eux. Alors, si je comprends bien, du coup, les avantages principaux va être meilleur, en fait, plus de temps, du coup, parce que du coup, il n'y a Ouais, pas toute la partie aussi gérer le personnel, gérer le exactement, linge. Ça, c'est des grosses parties dans une conciergerie qui sont difficiles à déléguer tout à fait, parfois et qui demandent de manager des équipes. Euh, exactement. Là, en fait, si on voudrait se lancer en conciergerie digitale, au début, on a besoin de personne, j'ai l'impression, ce que Exactement, tu me ouais, dis. non, très clairement, on a besoin, entre guillemets, de sa compétence propre, mais il y a besoin pas besoin ni d'employer quelqu'un, ni de salarié, ni même de recruter quelqu'un en freelance. Hmm. C'est vraiment, on peut se lancer tout seul, apprendre le rouage et le fonctionnement des différentes plateformes, de la location courte durée en général. Mais après, on peut se lancer effectivement sur toute la France en gestion à distance sans que ça pose de problème. Hmm. Ça a l'avantage, du coup, il y a des réglementations dans certaines villes. Tout à fait, Par exemple, on habite en région parisienne, pour ouvrir une conciergerie, ça devient difficile. tout à fait, c'est Mais du compliqué. coup, avec une conciergerie digitale, on peut aller partout. Et Exactement. si on aime voyager, en plus, on peut rencontrer ses propriétaires. Donc, ouais, Exactement. ok. En termes d'investissement, ça coûte rien En finalement. termes d'investissement, non, on va dire, on va avoir besoin d'un ordinateur. Ça va être à peu près la seule chose dont on va avoir besoin. Même après, la plupart des logiciels qu'on va utiliser, ils ont des formules en général qui sont des formules avec d'abonnement mensuel. Donc finalement, au départ, le coût pour se lancer de lancement est très très faible. Euh, et on recherche, pour aller rechercher des propriétaires qui ont besoin de notre fonctionnement, déjà juste sur les différentes plateformes, on va pouvoir en trouver un certain nombre où c'est très facile même de montrer un peu son expertise en lui faisant des propositions sur la mise en avant de son annonce, sur comment il pourrait même juste mieux mettre en avant son bien pour avoir un premier contact. Et après travailler avec lui sur vraiment l'optimisation de son fonctionnement. On se rend compte sur Airbnb qu'il y a des fois des appartements, on est obligé presque de chercher pour se rendre compte que l'appartement est bien.
parce que les photos sont pas très bonnes, parce que la description est pas très bonne, mais on peut voir effectivement, même juste avec les photos actuelles, du potentiel du bien, et on peut se rendre compte aussi, maintenant avec des outils comme RDNA, de ce qui se fait sur cette ville et des chiffres d'affaires qui pourraient être générés. Donc on va aller pouvoir lui proposer en fait de dire moi je peux vous mettre en place un certain nombre de choses qui vont vous aider à gagner plus. Et quand on se lance, on peut même proposer des formules entre guillemets gratuites, c'est-à-dire de dire voilà, moi je vous accompagne au départ sur 1 ou 2 mois, et si ça fonctionne mieux, on peut mettre en place un service payant. Mais l'idée initiale est peut-être de se lancer, d'avoir ses premiers résultats pour une conciergerie qui voudrait se lancer, de dire voilà, on va y aller ensemble, on va tester ensemble et qu'on puisse continuer. Et si ça fonctionne bien, chacun c'est gagnant-gagnant et peut continuer pour la suite de la gestion. Mais je viens de penser à quelque chose. Est-ce qu'un propriétaire, il peut venir pendant un mois, tu mets tout en place et se dire, bah, c'est bon, j'ai tout en place, maintenant je vais gérer et partir? En soi, oui. C'est-à-dire que, alors pour l'instant, au final, ça n'est jamais arrivé. C'est-à-dire qu'on n'a pas perdu de clients Ok. en gestion. Sauf en fait, on les a pas perdus, disons, pour des raisons de gestion. C'est-à-dire qu'on va en avoir qui vont vendre leurs biens, par exemple, ou qui avaient pour habitude de mettre en location, par exemple, que pour l'été, et qui remettaient en location classique et qui ont un locataire qui rentre en location classique. Mais on n'en a pas perdu. Mais effectivement, il pourrait y avoir quelqu'un qui utilise, entre guillemets, uniquement notre service pour la mise en place et qui le stoppe derrière. Mais après, nous, dans notre fonctionnement, il y a quand même un accompagnement qui se fait au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que même s'il pourrait sans doute en bénéficier pendant quelques mois, finalement, derrière, en général, il va se retrouver avec des difficultés. Si c'était pas, il n'avait pas une appétence particulière à ça au départ, il va se retrouver dans tous les cas derrière à de nouveau gérer des problématiques qu'il avait avant de nous rencontrer. Donc, Ouais. on n'a pas forcément d'inquiétude entre guillemets à ce niveau-là. Mais effectivement, ça pourrait arriver. Ok. Dernière question sur cette partie conciergerie digitale. Comment tu te fais connaître si t'as pas de conciergerie physique dans la ville en question? Tout à fait. Alors nous, on va avoir, donc on travaille beaucoup avec du bouche à oreille, c'est-à-dire qu'en général, des gens qui nous confient un bien, ils ont très souvent des connaissances d'autres personnes sur la même ville ou ailleurs qui ont des biens ou de la famille ou des gens qui les entourent. C'est-à-dire que très souvent, quand même, ils ont essayé à un moment donné de rencontrer d'autres personnes qui avaient aussi des biens en location courte durée et qui nous envoient le contact. Donc le premier cercle se fait par ce biais-là. Et maintenant, effectivement, je me suis lancé là sur LinkedIn aussi pour effectivement montrer ce qu'on faisait, essayer de rencontrer aussi d'autres propriétaires qui pouvaient avoir ces problématiques-là, qui nous génèrent un certain nombre de contacts qu'on peut prendre en gestion. Mais vraiment, notre biais premier pour l'instant, c'était le bouche à oreille. Et effectivement, ça nous permet d'avoir quelqu'un en fait qui vend notre service à notre place entre guillemets en ayant été lui Ouais. satisfait de ce service-là. Donc c'est vraiment le plus facile à prendre en gestion parce que il y a déjà quelqu'un qui lui a Oui. dit que c'était bien. On n'est même pas en mode je cherche à te vendre quelque chose. Il arrive déjà, il est conquis entre guillemets, et on va juste aller. Il n'y a pas mieux qu'un client satisfait. Tout à fait. Ouais. Je ne sais pas si je te l'ai demandé, mais sur les 120 logements, combien sont en conciergerie digitale? Sur les 120, on doit avoir quasi 35 qui sont en conciergerie à distance. Ok. Donc c'est assez peu entre guillemets au final, mais c'est un service qu'on a lancé nous il y a maintenant quelque chose comme 6 ou 7 mois de cette conciergerie digitale. Donc au départ, notre Mm. fonctionnement était vraiment que sur des conciergeries physiques. C'est suite à de la demande. Il y a des propriétaires en fait qui avaient un bien par exemple dans une ville qu'on gérait et qui avaient un autre bien dans une autre ville et qui nous a dit moi j'ai trouvé quelqu'un pour le ménage et le linge, mais par contre occupe-toi du reste dans cette ville-là. Donc c'est comme ça qu'on Oui, a bah, de toute commencé. manière, 35 logements par le bouche à oreille, c'est déjà pas mal. C'est ça, ouais, ça nous a permis de nous lancer. Et puis finalement, après, maintenant, on arrive à en prendre le, le- un, un certain nombre. Les derniers là qu'on a eu, c'était à Roquebrune, Cap-Martin, où c'est même un très bel appartement avec une vue sur Monaco. Donc là, pareil, qu'on a pris en gestion à distance. Donc c'était aussi un challenge parce que là, on n'était pas du tout sur place, hein. Donc d'essayer d'aller récupérer ça, de mettre tout ça en place, de trouver le photographe, la mise en place. Et on était sur une ville qu'on n'avait jamais été. Donc il y a aussi toute une partie qui est vraiment au départ recherche de quel va être le prix à la nuit qu'on peut définir, quel va être le Mm. fonctionnement, quelle est la saisonnalité sur cette ville, les différents événements. Donc il y a toute une recherche qui est importante pour nous au départ pour pouvoir vraiment proposer la meilleure qualité de service aux propriétaires qui nous confient le bien en gestion. Ouais.
Si un des auditeurs voulait lancer une conciergerie digitale aujourd'hui, Ouais. et uniquement que digital, tu dirais qu'à partir de combien de logements il pourrait en vivre ou à partir de combien de logements aussi il devra prendre des équipes? Alors, je dirais prendre des équipes, ça va vraiment dépendre de son fonctionnement et de son optimisation de temps de gestion. Très clairement, il pourrait, en conciergerie à distance, il pourrait être seul jusqu'à 60, 70, 80 logements. En ayant bien optimisé son fonctionnement, il va pouvoir vraiment gérer un nombre de biens beaucoup plus important que s'il était tout seul dans une ville physique. Et après, je dirais, alors ça va vraiment dépendre des biens qu'il prend en gestion. Oui, Euh, bien sûr. Et si c'est en pourcentage aussi. et si c'est un pourcentage ou la formule plus classique avec un forfait, je dirais que si c'est un pourcentage autour de 10-15 logements, il va pouvoir en vivre. Après, je me rends compte que ma question est un peu trop large parce que ça dépend si c'est des studios C'est ça, ou ça des dépend grandes des maisons, studios, des villas. logements, des grandes villas. Ça va vraiment, si c'est 10 studios dans une petite ville, même à 10 logements, il ne va pas pouvoir en vivre. Si par contre c'est même juste 10 villas, globalement, il va pouvoir en vivre assez facilement. Donc ça va vraiment dépendre des typologies de biens qu'il va gérer, qu'il va gérer. Par contre, en termes Mm. de nombre de biens, au final, que ce soit alors il va y avoir des petites différences, mais même une grosse villa ou un petit studio, finalement, en temps de gestion pur, ça va pas forcément y avoir une énorme différence. Ça veut dire au niveau du fonctionnement. Ouais. Donc, si je récapitule, une formule à 15% et les forfaits, t'as pas partagé les tarifs. Est-ce que tu veux les Alors, partager ou pas? ouais, alors nos forfaits, donc ça commence à 125 euros pour un studio en général par mois. Et on monte jusqu'à 200, 300, 400 euros sur vraiment des très gros logements ou des très grosses villas, en forfait, avec une formule du forfait, quoi. Mm. Et donc, la formule, c'est la même chose que le pourcentage sans le service client. Exactement, sans le service client. C'est-à-dire qu'on n'a pas Ok, d'équipe dédiée qui va gérer les problématiques avec les ok. forfaits. Et sans les photos. Et sans les photos, exactement, tout à fait, sans les photos. Ok. Est-ce que dans la formule au pourcentage, les photos sont comprises? Tout à fait. Les photos sont comprises et vraiment toute l'optimisation de l'annonce au départ est comprise. Donc il y a un gros travail qui est effectué au départ pour vraiment que l'annonce ressorte bien et vraiment de pousser à ce que le bien fonctionne le mieux possible derrière. C'est-à-dire que on a tout intérêt comme le propriétaire, comme on est en pourcentage, à ce qu'il ait le plus haut chiffre d'affaires et on va vraiment essayer de travailler avec lui pour qu'il mette le maximum de choses en place au départ dans son logement pour qu'on puisse maximiser son chiffre d'affaires. Ok, je vois. Si des gens te recherchent, on n'a pas dit le nom de ta conciergerie, c'est quoi? Et donc ma conciergerie, c'est Kiwi Gestion, donc Kiwi comme le fruit, pardon, et gestion. Ok. Et le plus facile pour me retrouver, c'est soit sur mon site internet, donc kiwi-gestion.fr, soit maintenant sur LinkedIn, donc à mon nom Hmm. prénom, Johan Fadi. C'est Ouais, vraiment là où je partagerai les infos dans la newsletter comme d'habitude et je mettrai ton LinkedIn, ça sera ouais, bien. c'est parfait. Je pense qu'on arrive sur la fin. Est-ce que il y a des questions que tu aurais voulu que je te pose? Alors, il y a juste une question auquel je pense maintenant, c'est effectivement, tu l'as dit au départ, il y a des gens qui ont des difficultés pour trouver en général une femme de ménage et du personnel pour le linge sur place. Donc nous, comme on l'a fait pour maintenant pas mal de propriétaires, on a une sorte de package où on va essayer d'aider vraiment à la recherche d'une femme de ménage et la recherche de quelqu'un pour le linge au départ. C'est-à-dire que si lui, il l'a pas, on a un certain nombre d'outils, on a des fiches de poste, on a vraiment des annonces de recrutement, des groupes Facebook, où on va pouvoir essayer de l'aider à ce qu'il puisse recruter une femme de ménage et gérer son linge au départ, même sur les typologies de linge, le nombre de linge qu'il a besoin pour se lancer, pour vraiment qu'il puisse avoir un facilitateur pour trouver son personnel sur place, quoi. Comme nous, Ouais. on ne Il va... propose pas, on veut l'aider vraiment dans cette démarche-là. Oui, oui, vous lui mettez en gros votre réseau à disposition, Tout à fait, ouais. vos connaissances, et après il va gérer tout ce qui est recrutement derrière. Tout à fait, ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment de lui dire, voilà, nous, ce qui fonctionne bien, même il y en a qui n'ont pas forcément d'idée, même sur les tarifs qu'ils vont pouvoir appliquer sur le ménage ou sur le linge. Donc, nous, on va lui donner un certain nombre de grilles tarifaires qu'on utilise et qui sont vraiment C'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont trouver quelqu'un pour un tarif qui va être très bas au départ.
Mais effectivement, en général, on se rend compte que sur la durée, ils vont finalement pas les garder, ces femmes de ménage, et vont se retrouver en difficulté quelques mois plus tard. C'est-à-dire qu'effectivement, quelqu'un qui serait trop peu payé, finalement, ça pourrait être quelque chose d'intéressant au départ, mais nous, notre volonté est vraiment de pérenniser le fonctionnement pour le propriétaire. Donc effectivement, on va essayer de lui dire, bah voilà, c'est de pousser, d'augmenter un peu en général les chiffres. C'est-à-dire que le but est vraiment que la personne qui fait le ménage et qui gère l'appartement soit tout aussi satisfaite que le propriétaire. Donc effectivement, on va donner un peu des notions de tarifs, des notions de gestion à ce fonctionnement-là. Si, j'ai encore une question qui vient de me venir là. Je sais qu'en conciergerie physique, des fois, il y a des choses qui sont embêtantes, comme le ménage mal fait, tout ça. Mais en conciergerie digitale, c'est quoi ce qui est le plus embêtant? Alors, ce qui est le plus embêtant, au final, en conciergerie digitale, alors une chose pour laquelle on passe du temps, finalement, c'est la gestion des télévisions et du Wi-Fi. C'est-à-dire qu'en Ah fait, oui. c'est une gestion qui est souvent, enfin, qui est vraiment quasi différente dans tous les logements. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à avoir un fonctionnement qui est le même dans tous les logements, et on se retrouve en fait à avoir des difficultés de box et de service client avec les différents opérateurs ou avec les différentes télévisions, avec plusieurs télécommandes, et où c'est des notions à distance effectivement qui peuvent être des fois le plus compliqué pour nous à gérer. Ou c'est pour ça que maintenant on essaie de travailler le plus possible, avoir des photos de tout vraiment ce qui est possible au départ, de toutes les box, d'avoir même les identifiants d'Internet, qu'on puisse aller vérifier si le paiement est effectué. On a vraiment des notions sur le Wi-Fi et Internet qui est important, le Wi-Fi pardon et la télévision, qui est important pour les gens. Quand ils arrivent, c'est quand même souvent une question qui revient. Et c'est là où on a des difficultés au final à le gérer à distance, d'avoir un fonctionnement qui est le même de partout. On a du mal à avoir les mêmes télévisions ou les mêmes box de partout, donc on se retrouve avec des difficultés qui peuvent se faire à ce niveau. Oui, d'accord. Je m'attendais plus au propriétaire qui râle parce qu'il a des nuits libres. Alors, nous, au Ok. final, dans notre fonctionnement, on essaye. Il y a aussi presque une sélection qui se fait au niveau du propriétaire. Alors, finalement, on n'a pas trop de propriétaires qui râlent parce qu'ils ont des nuits libres, mais ça va être plutôt par rapport au prix des fois d'une nuit qui est partie assez basse. C'est-à-dire que nous, dans notre fonctionnement, on essaye vraiment d'avoir des prix qui sont assez hauts à certains moments, mais qui vont descendre aussi assez bas à d'autres. Très souvent, c'est quand même vraiment en dernière minute, c'est-à-dire que quasi pour le soir même, et avec un propriétaire qui n'a jamais mis son prix la nuit aussi bas, et avec une difficulté pour lui de percevoir qu'il gagne quand même des sous, entre guillemets, plus que si la nuit était totalement vide, Oui. et qu'au final, en fait, sur son chiffre d'affaires du mois, c'est pas du tout représentatif, parce qu'on a vendu peut-être des nuits à 15 jours qui étaient 3 ou 4 fois le prix de la nuit qu'on vient de vendre. Mais effectivement, quand on a des fois des disparités importantes sur un même logement, au prix de la nuit dans le même mois, ou des fois dans la même semaine, c'est des fois difficile pour un propriétaire qui a vu passer le prix de la nuit de se dire pourquoi elle est partie si basse. Mais en fait, des fois, elle est partie à 17h pour la personne qui arrive à 20h. Donc finalement, Mais oui, il y a encore beaucoup de forcément, oui. logements qui sont disponibles à ces dates. Donc finalement, sans doute que même 10 euros de plus pour le locataire n'aurait pas réservé chez nous, mais aurait réservé ailleurs. C'est des fois un peu plus difficile d'arriver à faire comprendre ça au propriétaire. La volonté n'a jamais été de brader le prix de la nuit, mais une obligation, entre guillemets, de descendre en dernière minute qui doivent se faire si on veut avoir le meilleur remplissage. Et en plus, une notion qui est importante pour Airbnb notamment, c'est le nombre d'évaluations qu'il y a sur Airbnb, et que le fait que les nuits soient pleines et soient réservées. C'est-à-dire que si un appartement est vide pendant 15 jours, Airbnb va le prendre négativement. C'est-à-dire qu'il va considérer qu'on n'a pas joué son jeu et qu'on n'a pas tout fait pour que la nuit puisse être réservée. Alors que si on a eu pendant les 15 jours 10 réservations, et bien effectivement on a potentiellement 10 évaluations aussi, et Airbnb a gagné 10 fois des sous parce qu'il prend aussi un pourcentage. Donc effectivement c'est important même pour l'algorithme d'Airbnb d'être rempli. Donc c'est aussi ce qu'on essaie de dire au propriétaire, c'est que s'il veut pas descendre en dessous d'un certain tarif et qu'on se retrouve avec un appartement qui est vide pendant plusieurs semaines, il va finalement être déclassé un petit peu par rapport à d'autres logements. Et même sur les hautes périodes qui l'intéressait plus, le propriétaire va être content du prix à la nuit, finalement on va être un peu derrière les autres et on va finalement se louer moins haut sur des bonnes périodes, alors que c'était pas du tout la volonté du propriétaire au départ. C'est-à-dire qu'en fait, Mm. pas parce Mm, qu'on a mm. vendu un prix de nuit peu élevé qu'on ne veut pas vendre le prix d'une nuit très élevé à une autre période. En fait, il n'y a pas de lien de Oui, corrélation bien sûr. entre les deux. Mm. Je viens de penser as-tu une astuce d'optimisation sur Airbnb qu'on n'a jamais entendue? Parce que bon, on en entend tellement.
Alors, une astuce, enfin quelque chose que je donne souvent, c'est un peu ce que ce dont je viens de parler, c'est qu'effectivement, Airbnb a tendance à vouloir nous pousser à ce que ce soit la qualité de l'évaluation qui soit le plus important possible. Alors forcément, elle a un impact, mais c'est des fois plus intéressant d'avoir une évaluation plutôt que pas d'évaluation. C'est-à-dire qu'il faut quand même essayer de pousser le locataire à ce qu'il mette une évaluation. Alors, si effectivement on est sûr qu'il va mettre une évaluation négative, on n'a pas d'intérêt à le pousser à ce qu'il la mette, mais il y a quand même tout intérêt à quelqu'un qui est content, même s'il vous a dit qu'il était content, s'il vous a pas mis de commentaire, et bien essayez de le pousser à ce qu'il mette un commentaire. C'est-à-dire que les évaluations sont très importantes et c'est vraiment une des bases aussi du fonctionnement qu'on a sur les plateformes. Et donc, ça va être important d'essayer d'avoir un commentaire. C'est-à-dire que nous, on va essayer de pousser aussi à ce que la plupart des gens nous mettent un commentaire sur nos locations. Donc ça nous arrive de ne pas le demander parce qu'effectivement, si l'expérience n'a pas été très bonne, de ne pas le pousser à ce qu'il en mette une négative, mais par contre, à vraiment le pousser à ce qu'il mette une évaluation. Je crois que je regardais ce matin, si on a quelque chose, nous, comme 13 000 commentaires différents sur nos différentes comptes Airbnb. Et je crois que l'appartement qui a le plus d'évaluations et qui a d'ailleurs le plus d'évaluations sur la ville, moi c'est un appartement que j'ai à Grenoble, et il a 630 commentaires sur cet appartement-là. Donc effectivement, nous, l'avantage entre guillemets d'Airbnb, c'est que on ne peut pas tricher sur Airbnb. C'est-à-dire que le nombre de commentaires qu'on va avoir sur une annonce, c'est forcément des gens qui sont venus dans le logement et qui ont passé du temps. Et même si on voulait mettre 300 fausses évaluations sur un appartement, déjà Airbnb le repère très très facilement. Et en plus, il nous faudrait globalement 300 jours parce que ça correspond forcément à une nuit dans un logement. Donc effectivement, quand on a des appartements qui au bout d'un moment ont beaucoup d'évaluations, c'est aussi ce qui fait que ces appartements sont mis en avant, sont loués plus cher, plus longtemps à l'avance, et où les gens ont, entre guillemets, toute confiance dans le fait que cette annonce existe vraiment, alors que quand on se lance au départ, effectivement, c'est un peu plus complexe d'avoir des premières évaluations et d'avoir une notion de confiance de la part des locataires par rapport à ce bien-là. Bien, merci Johan pour le conseil. Dernière question pour finir, qui n'a rien à voir finalement avec le sujet du jour, mais que j'aime bien poser depuis le dernier épisode. Est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander pour le podcast, pour que les auditeurs en apprennent un peu plus sur le développement d'une conciergerie? Alors, là, qui me vient tout de suite à l'idée, non, je pense à un Américain, mais j'ai zappé son nom, donc je pourrais te le redonner derrière. Si c'est pas francophone, ça va être compliqué. Si c'est pas francophone, c'est plus compliqué. Là, comme ça, je vois pas tout de suite, mais si je pense... On en reparlera après, alors. Avec plaisir. Ben, merci pour tout ce partage, Johan. Je pense qu'on a fait le tour. Je mettrai donc ton LinkedIn et le site internet dans la newsletter pour ceux qui veulent en savoir plus. S'ils veulent te chercher, c'est Johan Fadi. Tout à fait. Voilà. Et puis, je te souhaite une bonne journée alors. Merci beaucoup, Vanessa. À bientôt. Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode, tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt.